Moins de 3 ans après sa condamnation pour viol et agression sexuelle, celui qui est surnommé le violeur de la Sambre est de retour devant la justice, entendu pendant 5 heures dans le cadre d'une nouvelle information judiciaire. Ça fait maintenant presque 3 ans qu'on demande à être entendu dans le cadre de cette prétendue nouvelle affaire Scala. En réalité, si mon client a commis des faits très graves pour lesquels il a d'ailleurs été condamné, il est impensable de tenter de lui imputer la totalité des cold cases depuis les années 80. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est là pour être entendu. 16 cas de viol ou d'agression sexuelle. Certains avaient déjà été évoqués lors de la première instruction. D'autres sont totalement nouveaux. Ce sont des faits dans lesquels aucune femme ne désigne Dino Scala comme étant l'agresseur, mais on retient qu'il y aurait un mode opératoire approximativement identique. Et sur ce seul fondement, on tente de le mettre en cause aujourd'hui. Des violences qui se seraient déroulées entre 1986 et 1990. À l'époque, Dino Scala travaillait ici, dans cette usine près de Maubeuge. Un ouvrier bien inséré, marié, père de famille, entraîneur d'un club de foot, mais qui pendant près de 30 ans a mené une double vie. C'était une personne comme une autre, genre par exemple j'avais un souci au boulot ou quelque chose que j'arrivais pas à faire, je l'appelais, il m'aidait. Voilà quoi, il y avait vraiment aucun soupçon à avoir quoi, vraiment aucun soupçon. Entre 1988 et 2018, Dino Scala reconnaît avoir violé, agressé sexuellement ou tenté d'agresser 40 femmes, âgées de 13 à 48 ans. Et à chaque fois, le même mode opératoire. Il passe à l'acte à l'aube, en hiver, généralement sur la voie publique, en France ou en Belgique, le long de la vallée de la Sambre. En mars 2018, nous avions rencontré l'une de ses victimes, encore traumatisée par ce qu'elle a subi 16 ans plus tôt. Je revenais sur le retour du travail, je me suis fait attraper par derrière. Donc il m'a attrapé par mes cheveux, que j'avais une queue de cheval. Ensuite, il m'a mis une arme blanche au cou, il m'a attaché mes mains, il a bandé mes yeux, et il m'a donné un coup au départ. Et puis après, il a commencé à vouloir me toucher. Mais il a été dérangé par un camion qui passait à ce moment-là. Donc ensuite, il m'a lancé, il m'a jeté par terre et puis il est parti. Après des années d'enquête, il est finalement arrêté le 26 février 2018 et jugé 4 ans plus tard. Certaines de ses victimes assistent au procès et découvrent dans le box des accusés un homme vieilli, amaigri et impassible lorsqu'elles lui font face. Je pensais qu'il nous regarderait au moins quand on s'est levé chacune notre tour, ou même pas. Reconnu coupable de 54 des 56 faits qui lui sont reprochés, dont 16 viols, Dino Scala est condamné. Il purge une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Ce jeudi, au terme de son audition, il est finalement mis en examen pour 13 nouveaux cas de violences sexuelles et placé sous le statut de témoin assisté pour 3 autres faits. Voilà pour ce reportage ce soir. Bonsoir Margot Mathieu. Bonsoir maître. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate de Dino Scala. On va revenir évidemment avec vous dans un instant sur cette nouvelle mise en examen. Je cite le titre de votre livre, Sambre, l'autre rive. Et j'insiste sur le sous-titre, Récit d'un procès hors norme. On verra tout à l'heure avec Dominique Rizet à quel point effectivement on fait face là à quelque chose d'hors norme. On va y revenir. Dominique Rizet donc avec nous. Rebonsoir Dominique, notre consultant. Et Nelson Jetten avec nous également. Bonsoir Nelson, Maxime. Journaliste à BFM et à la Tribune du Dimanche. Vous avez enquêté sur cette affaire pour la Tribune du Dimanche. On y reviendra. Comment vous réagissez, maître, ce soir, face à la nouvelle mise en examen de votre client ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait presque 3 ans qu'on attendait à être entendu, parce qu'il y avait une mise en cause dans les médias, s'agissant de ces nouveaux faits, donc des rumeurs, une diffusion de certaines informations. Et on avait sollicité de manière formelle l'année dernière, auprès de la juge d'instruction, la possibilité de se défendre, d'être entendu par rapport à ces nouveaux faits. Donc on est dans une dynamique, encore une fois, qui est une dynamique consistant à
vouloir simplement s'expliquer, répondre aux questions. On y reviendra tout à l'heure. Il a été déjà condamné, votre client. Il y avait plus d'une 50aine de faits qui lui étaient reprochés. Il en a reconnu au moment du procès une 40aine. Est-ce que là, aujourd'hui, quand on lui présente ces nouveaux cas, il reconnaît des choses, il reconnaît des faits? Alors, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas au moment du procès qu'il a reconnu les 40 faits, c'est au moment de son audition de garde à vue. C'est-à-dire que cet homme, quand il a été arrêté, on lui reprochait à ce moment-là 19 faits. Et ce qu'il a dit spontanément, c'est non, c'est pas 19 faits, j'ai commis une 40aine de faits. Et lors du procès, ça s'est effectivement confirmé. Il a été condamné, il a été acquitté pour d'autres faits criminels. Et ce matin, il est toujours dans ce même état d'esprit consistant à vouloir dire la vérité. Mais il refuse qu'on lui impute des faits qu'il n'a pas commis. Pour lui, puis entre nous, ça ne rendrait service ni aux victimes ni à la société. Ça rendrait service à personne. On pense parfois que l'erreur judiciaire, elle est nécessairement défavorable aux accusés, mais en réalité, elle est défavorable à l'ensemble de la société. Si vous le condamnez pour un fait qu'il n'a pas commis, c'est un homme dehors qui ne sera jamais inquiété. Mais parmi les 13 faits, il nie l'intégralité de ces 13 faits? Il y a effectivement, il a été entendu sur 16 faits. Il y a d'ores et déjà 3 faits sur lesquels, au terme du premier interrogatoire, la juge a elle-même reconnu qu'il n'y avait pas d'indice suffisant. Là, il est placé sous le statut de témoin insisté. Voilà. Quand il n'y a pas d'indice, quand il n'y a pas d'indice formel, absolument. Exactement, vous êtes placé sous ce statut. Et pour les 13 autres? Et pour les 13 autres, il a été mis en examen sur le fondement ce qui a été appelé un mode opératoire qui ressemble, qui est similaire. C'est l'unique élément qui raccroche aujourd'hui Dino Scala à ces faits. On va parler de ce mode opératoire, mais je sens que vous ne voulez pas me dire ce soir si votre client reconnaît ou pas. Ah non, il ne reconnaît pas. Non, il ne reconnaît pas. Je suis tout à fait. D'accord. Non, mais c'est pour être clair. Il ne reconnaît pas ces faits. Aucun de ces faits. Aucun de ces faits. Aucun de ces faits. On va s'intéresser au mode opératoire, évidemment, Dominique Rizet. On va s'intéresser à qui est Dino Scala. Scala, il a 64 ans aujourd'hui. Au départ, je le disais tout à l'heure, il est absolument insoupçonnable. Il a un profil, comment dire, les policiers l'ont dit eux-mêmes, banal. Bien sûr, Maxime, mais comme tout un tas d'auteurs, pas forcément de viol, mais de braquage, voilà, c'est quelqu'un qui est insoupçonnable parce qu'il est complètement dans la société, installé, il est une femme, il a des enfants, il travaille, il est intégré, il est dans un club de sport, le football, et c'est un homme sympathique. Tous ceux qui parlent de lui, qui travaillent avec lui, parlent d'un homme sympathique. Donc ça montre un petit peu c'est l'autre rive, le titre de votre livre, Maître. C'est l'autre rive, c'est comment les victimes voient cet homme qui leur a fait du mal puisqu'il a été condamné pour ses viols, ses agressions sexuelles, et puis l'homme qu'il est dans la réalité. Et c'est vrai que Dino Scala, quand les policiers l'arrêtent, c'est un soulagement, ça fait 30 ans que ça dure, et c'est une surprise aussi. C'est une surprise parce qu'il n'a pas le profil. Mais encore une fois, comme beaucoup d'autres auteurs et tout à l'heure, avant que vous soyez là, Maître, on disait, c'est ici que il faut faire attention parce que quand on a des faits commis et non résolus dans un secteur géographique général, et puis un auteur qui est arrêté pour des faits similaires à ceux-ci, on se dit, tiens, pourquoi pas finalement lui sur toutes ces affaires-là. Mais c'est pas établi. Et il est bien évident que là, dans ces 13 dossiers dont on parle, eh bien, la juge a des questions, ou les juges ont des questions à lui poser. Il va répondre à ces questions. Ensuite, il y a des éléments de police judiciaire et de police technique et scientifique qui vont peut-être forcer un peu la main de Dino Scala s'il ne veut pas dire les choses, mais peut-être qu'il n'a rien à voir dans toutes ces affaires. Et il faut toujours, moi c'est ma règle en tout cas, et je pense que c'est notre règle à BFM TV, on est prudent, on ne dit pas n'importe quoi, on fait attention. Donc vous dites ce soir, Maître, ce n'est pas une nouvelle affaire Scala. Il n'y a pas de nouvelle affaire Scala. Ça n'est pas une nouvelle affaire Scala. En revanche, c'est une énième affaire d'agression sexuelle. C'est principalement des agressions sexuelles qui sont en question, mais également un viol. Et ce que je trouve regrettable, c'est qu'il n'y ait pas eu d'investigation. C'est qu'aujourd'hui, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait des investigations pour qu'on aille effectivement chercher des preuves, des éléments. Et en fait, hélas, ça fait 30 ans que les investigations en matière de violences sexuelles ne sont pas menées sérieusement. Mais quand on met en examen, c'est sur la base d'indices graves et concordants, logiquement. Et le seul indice grave et concordant qui a été retenu par la juge d'instruction, c'est cette question du mode opératoire qui est prétendument identique. Pardon, mais pour bien comprendre, sur des infractions sexuelles, la preuve étant tellement difficile à établir et surtout 30 ans après, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre
qu'un mode opératoire finalement et des aveux. Mais bien heureusement qu'il y a d'autres éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question n'est pas tant de savoir si ces femmes étaient victimes de violences sexuelles. Leur parole est absolument pas remise en question. Mais par contre, le fait d'être incapable de créer, de trouver le moindre lien entre ces agressions-là et mon client n'est pas acceptable. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour les victimes, ce n'est pas suffisant pour la société. Moi, ce que je suis capable de démontrer, et c'est aussi comme ça qu'on a obtenu des acquittements devant la cour d'assises, c'est qu'en réalité, vous avez des centaines d'hommes qui agissent exactement de la même manière. C'est triste à dire, mais en réalité, vous n'avez pas des milliers de façons d'agresser une femme dans la rue. C'est souvent un mode opératoire qui est très similaire. Et alors, il faut qu'on s'arrête là-dessus, Nelson. C'est quoi le mode opératoire de Dino Scala? Est-ce qu'il y a un mode opératoire de Dino Scala? Alors, la marque de fabrique, entre guillemets, de Dino Scala, c'était effectivement, il intervenait très tôt le matin, seulement l'hiver, pour qu'il fasse encore nuit à l'aube. Et ces victimes, quand elles étaient très jeunes, elles étaient sur le chemin de l'école, et donc il les attrapait par derrière avec une cordelette, et ensuite il leur mettait un couteau, un opinel qu'il avait dans sa poche pour les menacer et leur demander de se taire. Et tout ça se passait dans un rayon de 30 km sur la route qui menait Pont-sur-Sambre à Jeumont. Donc Pont-sur-Sambre, c'est là où habitait Dino Scala, et Jeumont, c'est là où il allait à l'usine. Et donc pendant toutes ces années, il a pris sa voiture pour soi-disant aller au travail, et il faisait des arrêts pour violer ses victimes et agresser sexuellement ses victimes sur cette route-là, le long de ce fameux fleuve, la Sambre. Et parfois, il est même allé jusqu'en Belgique, de l'autre côté de la frontière. Oui, et c'est notamment là qu'il se fera arrêter en 2018, me semble-t-il. Belgique, important parce que il y a une policière française, une documentaliste, qui va rassembler des histoires, 20 affaires qui sont non élucidées, et qui va ensuite, elle s'appelle Christine Fichot, elle travaille à la PJ de Lille, au bureau documentation. Elle fait une liste qu'elle remet à la CRIM de Lille, qui va pas aller assez vite. Et finalement, il y a un fait qui est commis en Belgique. Les Belges vont récupérer cette liste, et la proc en Belgique va dire, voilà, nous, on a fait en Belgique de la géomatique. Donc, c'est un expert de l'université de Liège qui a fait de la géolocalisation du violeur avant que n'existe la géolocalisation des portables, puisqu'il a situé, à partir de la liste qui avait été constituée par cette policière, une zone dans laquelle pourrait habiter possiblement cet homme. Et la zone, c'est la région de Haumont. Et effectivement, c'est là que va être arrêté Dino Scala. Maître, quand on parle du mode opératoire de Dino Scala, est-ce que dans les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui, on vous met en avant tout à l'heure, les enquêteurs, les juges vous mettent en avant précisément que le même mode opératoire a été utilisé dans ces 13 nouveaux cas? C'est toute la difficulté, c'est que moi je mets en avant aussi, et ce sont des PV qui sont au dossier, des dizaines de suspects qui n'ont jamais été entendus, donc c'est un manque de sérieux absolu, qui opéraient exactement de la même manière, donc exactement ce que vous venez de décrire. Tôt le matin, très souvent avec un couteau, en attrapant par derrière. C'est exactement identique. Donc si on est en mesure de dire aujourd'hui que Dino Scala doit être mis en examen du seul fait qu'il y a un mode opératoire qui ressemble, je voudrais à minima qu'on entende également la totalité des suspects, ne serait-ce que par respect à l'égard des victimes. On va avoir un gros problème, c'est que un procès, si vous n'avez pas d'éléments, si vous n'avez pas de charges, si vous n'avez pas d'éléments probants, ça peut finir avec un acquittement. Et je ne souhaite à aucune victime de se retrouver un procès qui finit avec un acquittement. C'est un peu brutal de dire un manque de professionnalisme ou de sérieux des policiers, parce que les policiers, maîtres, font quand même leur boulot. Alors, dire à Dino Scala, voilà, on vous soupçonne d'avoir commis ces actes-là, c'est pas forcément un manque d'élégance des policiers, c'est le travail des policiers qui vont remettre des éléments à la juge va lui poser des questions, vous êtes son avocate, vous serez auprès de lui, et si lui peut prouver qu'il n'était pas là, ou si les éléments sont pas suffisants ou probants pour le mettre en cause, il faut aussi que la police fasse son travail parce qu'il y a des victimes. Mais c'était tout à fait, effectivement, vous avez tout à fait raison, il fallait qu'il soit entendu. Il fallait que la juge d'instruction l'entende et lui pose des questions, c'est tout à fait normal et ça a été important. Et c'est ce qu'on demandait. Pas d'histoire. On verra. Je voudrais qu'on entende l'expert psychiatre qui a expertisé Dino Scala, qui s'appelle Paul Bensoussan, qui était tout à l'heure sur le plateau de Benjamin Duhamel. Voici ce qu'il dit, alors non pas forcément du mode opératoire, mais de ce qui amenait Dino Scala à agir, à violer. Écoutez-le. Comme il le disait, comme il me le disait, c'est l'agression qui provoque l'excitation.
et l'anticipation parfois de l'agression. Il avait plus de plaisir à anticiper l'agression qu'il allait commettre dans quelques heures. Qu'à l'acte sexuel en tant que tel. Qu'à l'acte sexuel, et même, ça va de soi, qu'à l'acte sexuel avec son épouse ou avec ses 2 épouses, la sexualité de cet homme-là, elle est misérable. Est-ce que ça ressemble à ce que vous connaissez de votre client ? Ce qui est certain, c'est que c'est très important qu'il y ait des experts psychiatres. Et surtout, ce qui a été mis en place depuis le début de son incarcération, c'est un suivi psychiatrique. Moi, je me bats au quotidien en étant avocate pénaliste pour que les personnes, et notamment les hommes qui se comportent de manière violente avec les femmes, puissent avoir accès, lorsqu'il y a une détention, à un suivi psychiatrique. C'est très important, c'est fondamental. Il avait expliqué au moment du procès qu'il en voulait aux femmes, qu'il était, alors je reprends des mots qu'il avait employés visuellement, qu'il est l'éternel second, aussi bien dans sa vie privée qu'au boulot. C'est tout ça qui explique. C'est difficile. Mais bien sûr, mais en fait, ce qu'on ne dit pas assez, on commence un petit peu à le dire, et c'est positif, c'est que la violence sexuelle, les viols, les agressions sexuelles, c'est de la violence avant tout. Et les femmes sont principalement, c'est vrai que ce sont les principales victimes de ces violences. Donc, il est important de comprendre comment la violence arrive dans la vie d'une personne. Et ce qui est bien, c'est que Dino Scala fait partie des personnes qui ont pu, à partir du moment où ils ont été arrêtés, entrer dans cette démarche-là consistant à essayer de comprendre. Et je trouve ça effectivement plutôt bénéfique et positif. C'est des mots qui sont évidemment extrêmement difficiles à entendre, insupportables à entendre, d'autant plus quand on a été victime. Et vous avez parlé à ces victimes, Nelson. Oui, j'en ai recontacté une aujourd'hui. Je l'avais interviewée il y a quelques mois pour l'article, et je l'ai recontactée tout à l'heure pour savoir ce qu'elle avait pensé en voyant les informations ce matin. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est oh là là, elles vont vivre le même enfer que nous, en parlant du procès qu'elle a vécu pendant plusieurs semaines en face de Dino Scala. Elle a très mal vécu le procès, la victime que j'ai contactée. Ce qui l'a le plus frappé, c'est que Dino Scala parlait d'elle en disant « mes victimes », comme si elles appartenaient encore à Dino Scala, comme si Dino Scala continuait son entreprise de perversion jusque dans le procès face à ses victimes. Et ensuite, je lui ai demandé comment elle allait, puisque la dernière fois que je l'avais eu au téléphone, elle avait toujours du mal à dormir. Elle avait fait plusieurs tentatives de suicide. Elle dit qu'elle va mieux aujourd'hui. Elle dort toujours mal. Très souvent, elle a encore un couteau sous son oreiller quand il y a du bruit dans le noir. Elle ne s'est jamais vraiment sortie de cette affaire. Elle a déménagé. Elle n'a plus dans le Val de Sambre. Et ce qui est important de dire aussi, et on en reparlera peut-être, c'est qu'il existe toujours un tabou dans cette région sur cette affaire. Et aujourd'hui, la victime avec qui j'ai parlé n'en parle jamais à sa famille de cette affaire-là. Elle ne revient qu'une fois par an dans le Val de Sambre et elle n'en parle jamais. Mais il ne s'agit pas de dénier l'existence ou la souffrance des victimes. Elle est fondamentale, il faut qu'on la comprenne aussi. Mais j'invite juste à réfléchir sur le fait que tant qu'on ne comprendra pas les raisons pour lesquelles des hommes agressent des femmes, violentent des femmes, on ne pourra pas lutter contre ce fléau. C'est tout ce que je dis. Dominique ? Sur la vie après la condamnation, tout à l'heure, Paul Bensussan, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais nous disait il a des visites, sa femme vient le voir, ses enfants viennent le voir, il a un frère qui vient le voir. C'est vrai, il a encore tout un tas de monde autour de lui, parce qu'en général, dans ce genre d'histoire, dans 80% des cas, c'est plus personne ne vient les voir. Alors volontairement, je ne parlerai absolument pas de la famille de M. Scala, pour plusieurs raisons. C'est qu'ils sont victimes, comme beaucoup de familles, d'accusés d'un harcèlement, de violence même. Il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées, très graves. Sa fille, un jour, était enceinte de 8 mois, elle a été agressée dans la rue, tapée. C'est des choses qu'on n'imagine pas, mais qui existent. Donc je peux pas le dire. Quand même, il est entouré. Il est entouré parce qu'il y a une vraie volonté de garder un lien avec l'extérieur, avec la vie. C'est quelqu'un qui, effectivement, outre le suivi psychologique, psychiatrique qu'il a mis en place, essaie de garder un lien avec la vie. Elsa voulait réagir. Oui. Elsa. C'était un homme très impliqué dans sa communauté, je crois, très, très considéré par ses concitoyens, et ce qui a parfois pu empêcher le travail d'identification. Vous évoquiez le fait que, quand il a été interpellé, il avait revendiqué plus de crimes que ceux pourquoi il était soupçonné. Est-ce que c'est correct ? Oui, c'est tout à fait. C'est ce qu'il a fait. Tout à fait. Est-ce que ça participe à votre conviction du fait que les 13 autres affaires d'agression et l'affaire de viol ne relèvent pas de ces actes puisqu'il ne les reconnaît pas ? Mais bien sûr, en fait, quand vous êtes avocate et que vous défendez des personnes, vous ne pouvez qu'être touché ou impressionné même
par quelqu'un qui ne cherche pas à rester dans le silence ou qui ne se mure pas dans le silence ou qui reste dans le déni. Donc c'est des choses qui, effectivement, me permettent de défendre cet homme avec beaucoup de conviction, oui. Anne-Charlène. Oui, vous avez partiellement répondu à ma question entre-temps, mais il fait donc l'objet d'un suivi, j'imagine. Comment est-ce que ce suivi est mené? Qu'est-ce qu'on apprend finalement, même si évidemment vous devez garder ces informations secrètes, mais qu'est-ce qu'on apprend de ce que ça veut dire de lui aussi? Et pourquoi est-ce que ça ne colle pas avec les affaires qui viennent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a animé tout ça, qu'il essaye de comprendre? Où on en est de ce processus-là? Oui, en fait, et tout détenu en France devrait avoir la possibilité, s'il en a l'envie, le souhait, le besoin surtout, de mettre en place un suivi psychologique et psychiatrique. C'est toujours... Ça devrait être une obligation. À mon sens, oui, c'est mon point de vue. Bien sûr, oui. pour ce genre de crime, c'est fondamental pour protéger la société et les personnes qui sont victimes de violences. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à mettre le doigt sur ce qui les amène à commettre ces crimes et ces délits. Et c'est vrai qu'un homme qui se comporte de manière violente avec les femmes, quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir et à parler de ce passage à l'acte, je pense qu'il faut qu'on l'écoute. Dominique. Maître, 20 ans, une peine de 20 ans pour 54 viols, agressions sexuelles, tentatives. Il s'en sort bien, ça fait 4 mois et demi par dossier. Alors je 4 mois et demi dirais... de prison par dossier. Il s'en sort bien, Dino Scala. Je dirais jamais, j'ai beaucoup entendu ça. Je dirais jamais que quelqu'un qui prend une peine de 20 ans d'incarcération s'en sort bien. Je pense que c'est la façon dont est fait notre système. C'est pas les choses comme ça, mais je vous disais 4 mois et demi par affaire. C'est pas les 20 ans. Parce que je me mets du côté des victimes. Je suis victime, 4 mois et demi pour l'auteur de mon viol, de mon agression sexuelle. Mais que ce soit clair, les victimes ont tous les droits. C'est-à-dire que les victimes, elles ont le droit de considérer que cet homme est un monstre, de souhaiter sa mort. Elles ont tous les droits, les victimes. La question n'est pas là, c'est quel est le devoir de notre société vis-à-vis de ces hommes. On est obligé de s'intéresser à eux et d'essayer de comprendre. Dominique, quand même, pour remettre les choses, on en parlait tout à l'heure aussi, mais du côté hors norme, c'est-à-dire que vous qui avez l'habitude, malheureusement, de ces affaires-là, de ces affaires criminelles, c'est quelque chose que, en dehors de ce cas-là, ça n'existe pas. Vous n'aviez jamais vu un dossier comme celui-là? Absolument, jamais. Avant lui, il y a eu Roland Cazot, surnommé le chat à Bordeaux, qui escaladait des balcons et qui violait des femmes. Je pense qu'il était condamné pour 36 affaires, il y en avait sûrement plus. Dans ce cas-là, lui, pour 54 affaires. Non, on n'a jamais eu un agresseur, violeur en série, comme Dino Scala en France. Il y a un profil des victimes qui a été établi ou pas? Il y a une ressemblance dans les différents dossiers qui ont été reconnus pour la maintenant. Pour ça, ça paraît très variable. Ce sont des femmes, voire de très jeunes femmes. Mais c'est vrai que la plus jeune a 13 ans. Très souvent, au moment du procès, la plus jeune a 13 ans. Oui, et en réalité, les victimes de violences sexuelles, je pense qu'il faut arrêter Non, mais là, on parle d'un seul auteur. Donc bien sûr, pour ça mais ce sont très souvent des femmes. Tout à fait. Il y a pas de... Ce sont des femmes. Nelson, vous voulez réagir? Les victimes de Guy Georges se ressemblaient toutes, avaient toutes le même profil. Les disparus de Perpignan avaient tous à peu près le même profil, le même âge. Là, c'est quelque chose de différent. Pardon, Nelson. Le plus dingue aussi dans cette histoire, c'est qu'on a mis 30 ans à l'arrêter. Donc, c'est-à-dire qu'on ne trouvait pas l'auteur de tous ces faits-là et de tous ces crimes-là. Il y a eu plein de raisons qui ont expliqué cela. La première raison, je pense que c'est qu'on ne savait pas pendant tant d'années écouter les femmes, tout simplement, que dans les commissariats, on ne savait pas les recevoir, que la presse ne savait pas se saisir de ces affaires-là, que c'était des petits bouts d'articles, des entrefilets dans les dernières pages des faits divers. La question, c'est de savoir si aujourd'hui, est-ce qu'on le fait mieux dans cette région-là? Moi, je m'y suis rendu, donc je suis allé voir dans les commissariats où les victimes étaient allées porter plainte et où il y avait eu des non-lieux parce qu'on les avait reçus en leur disant que il y avait un monsieur qui leur avait proposé de faire l'amour avec elle dans la rue et donc du coup la plainte était classée sans suite alors que c'était une tentative et un viol. Les commissariats n'ont pas beaucoup changé. Je vous donne un exemple, au commissariat de Maubeuge. C'est un grand bâtiment et pour rentrer dans le commissariat, il y a une grande porte vitrée. Il faut sonner. Et donc là, on vous demande à l'interphone pourquoi vous venez et sur quelle affaire vous voulez porter plainte, si vous voulez porter plainte. Et puis derrière vous, il y a des gens qui font la queue. Et donc dans cette région où tout le monde se connaît un peu, on a tendance à ne rien dire et donc à taire ces histoires-là. Il y a juste une anecdote que je voulais vous raconter. Il y a quelques mois, il y a eu une réunion dans un village organisée par une association sur cette affaire-là pour que les victimes prennent la parole, pour qu'éventuellement d'autres victimes se déclarent. Il n'y a pas un seul élu
de cette région-là qui est venu. Ils ont tous été invités. Il y a même plusieurs élus qui ont refusé que des affiches de cette réunion-là soient mises sur les affichages municipaux de leur commune. Donc ça montre encore tout le chemin qui reste à faire pour que la parole des victimes soit recueillie et que les femmes soient écoutées. Je vous demande de rester avec nous encore un instant. Il y a beaucoup de questions de téléspectateurs. On va commencer à répondre à vos questions au 20h BFM. Avec Lisa. Lisa, les premières questions. Première question de Michel, 61 ans, qui nous écrit de Malakoff. Pourquoi Dino Scala est interrogé sur des nouvelles affaires si de base rien ne dit que ça pourrait être lui? Ah, pourquoi est-ce qu'on va le chercher? Et j'ai même une autre question, c'est pourquoi ces faits-là avaient déjà été écartés dans le cadre de la procédure initiale? C'est-à-dire que ces faits-là étaient déjà dans le dossier d'instruction initialement. Tous les faits, pas tous. Une immense partie, 80% des dossiers pour lesquels il a été entendu ce matin. Et qu'est-ce qui fait que ça revient alors? C'est une question que j'ai posée à la juge d'instruction. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Je ne sais pas si vous allez répondre, mais qu'est-ce qu'elle vous dit à ce moment-là? Je peux pas, il y a vraiment le secret d'instruction qui s'impose à moi, mais ce qui est certain, c'est que nous, on va demander à ce qu'il y ait un certain nombre d'investigations qui soient menées pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à ces femmes. Qu'est-ce qui fait que le besoin de tout tenter pour savoir ce qui est arrivé? Et si on ne découvre rien, on découvrira rien, mais au moins, on aura fait tout ce qu'il faut pour essayer d'avoir la vérité. Juste une précision sur les faits, les nouveaux faits, ça va de 88 à 2009, c'est ça aussi? C'est sur ces dates-là que vous avez? 86 à 2009. 86 à 2009. Ouais. 86 Ce sont principalement des agressions sexuelles. 86 à 2009. Lisa. Question de Laurie, 34 ans, qui nous écrit de Houille, dans les Yvelines. Dino Scala avait déjà réfuté des faits qui lui étaient reprochés. Là, est-ce qu'on n'est pas sûr qu'il va contester ces nouveaux faits potentiels? Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, maître. Oui, mais vous savez, moi j'ai aussi été au procès. Et lors de ce procès, à un moment donné, on l'accusait d'une tentative d'agression sexuelle, c'est-à-dire des faits pour lesquels il encourait une peine bien moindre que pour une tentative de viol. Et spontanément, il a demandé à prendre la parole, il a demandé au président de prendre la parole, et il a indiqué, en fait, je me souviens très bien de cette agression, et en fait, j'avais l'intention de violer cette femme. Et ce qui m'a fait fuir, c'est une voiture, donc je pense qu'il faut que ce soit qualifié comme étant une tentative de viol. Donc, vous ne pouvez pas ne pas être touché par la sincérité de ce type de propos. C'est une auto-incrimination assez manifeste. Oui. Voilà. Donc je pense que la question qui vous est posée est inversée, justement. C'est-à-dire, vous avez dit plusieurs fois qu'il s'était auto-incriminé, mais a-t-il déjà réfuté des faits pour lesquels il était réellement coupable? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une progression. Dès le début, il a dit qu'il y avait une quarantaine de faits. Et ensuite, c'est vraiment lors du procès qu'il a pu admettre de manière détaillée, au moment notamment où chaque femme est venue témoigner. De faits qu'il avait pourtant récusés dans un premier temps. De faits sur lesquels il avait été vague, flou, ou sur lesquels effectivement il y avait des dénégations. Pardon, mais quand il reconnaît, il se souvient de tout? Il se souvient de chaque cas? Ça dépend quand ces victimes sont venues à la barre, défiler par dizaines, littéralement par dizaines, il est capable de se souvenir de tout? Mais hélas, vous savez, c'est la mémoire, elle pose problème des deux côtés de la barre, et c'est assez prégnant lors d'un procès, que ce soit ce type de procès ou un procès de moins grave, on va dire, de moindre gravité. Vous avez du côté des victimes une mémoire qui est aussi très fluctuante, très floue. La mémoire est très défaillante en réalité. Donc, ce qui est certain, c'est que la reconnaissance des faits, elle était pleine et entière. Et la demande auprès des victimes, il a demandé pardon à maintes reprises. C'était des demandes qui étaient très sincères de sa part. Le jour où il a été arrêté, en février 2018, c'est le commandant Martins qui l'arrête, donc l'ancien patron des cold cases à Lille. Et il l'arrête sur la route et il le ramène chez lui pour chercher d'éventuels indices. Et puis ils se retrouvent tous les deux dans la chambre de Dino Scala. Et le commandant Martins lui pose une question. Il le regarde et lui dit combien. Et Dino Scala répond: je ne sais pas, au moins 10. Plus de 10, oui. Il a été condamné pour 54 faits, donc ça veut dire que à ce moment-là, soit il se souvient pas de tout, soit il ne sait pas trop quoi dire, mais toujours est-il que... Soit il n'a pas envie de le dire. Oui. Alors, on parle d'un moment qui est un moment qu'on appelle off, c'est-à-dire avant même l'audition de garde à vue, et il avoue déjà, ça fait à peu près 30 ans qu'il opère, ça fait 10 minutes qu'il est arrêté, il avoue déjà 10 faits. Et il y a un soulagement à ce moment-là? C'est ce qu'il décrit, oui, c'est ce qu'il décrit. Mais le plus important véritablement aujourd'hui, et c'est toute l'ambition de la défense aujourd'hui de Dino Scala, c'est simplement qu'il ne soit pas condamné pour des faits qu'il n'a pas commis lui. Même si vous comprenez qu'on ne peut pas complètement faire reposer l'argumentaire sur le fait qu'il reconnaisse les faits. C'est ça qui semble un petit peu pauvre aujourd'hui, en tout cas dans... Alors c'est évidemment... Mais ce qu'on attend de l'accusation, c'est de démontrer que c'est lui. Et là, c'est très très pauvre, je vous l'assure aussi. Lisa. Une dernière question de Martine. Comment l'épouse de Dino Scala a-t-elle pu ne rien soupçonner? Alors, je ne suis pas du tout
je ne parlerai pas de l'épouse de M. Scala qui subit un réel harcèlement et qui n'a pas à subir tout cela. C'est une question qui revient beaucoup, hein, Nelson. Oui, ça va dans le sens de ce qu'il était, ou en tout cas de ce que tous ses proches décrivent, c'est-à-dire un mari aimant, un père aimant. C'est l'abîme dont parlent les experts, c'est-à-dire l'abîme, le gouffre entre ce qu'il a fait et ce qu'il était dans la vie de tous les jours. Mais la question est intéressante parce qu'en fait, on parle souvent de cette épouse-là, mais il y a eu une deuxième épouse, enfin une première épouse, qui est une ex-épouse dont il a divorcé, et là, ça a été plus compliqué, c'est-à-dire que il a reconnu avoir agressé sexuellement la sœur de son ex-épouse, donc sa belle-sœur. Donc c'était au début de son parcours criminel, et après, selon moi, il n'a plus eu affaire, il n'a plus commis de viol ou d'agression sexuelle sur des femmes qu'il connaissait dans sa vie personnelle. Donc, mais sa première épouse, en tout cas, il y avait eu des affaires qui avaient été tuées à ce moment-là. C'était dans les années 80. Mais les familles des accusés n'ont pas à subir les soupçons, le nombre de fois où dans des dossiers que je défends, j'entends des choses dramatiques venant de la famille des accusés, c'est totalement anormal. Et la société ne doit pas soutenir ça, doit protéger aussi la famille des accusés. Vous avez 10 secondes. 10 secondes. Juste, c'est vrai qu'on parle toujours de la famille des victimes. Et vous savez, l'autre fois, on parlait de la mort de Louise, et tuée par Owen Legrand, présumé innocent toujours, mais on entend toujours des gens qui disent « Ah, j'ai une fille de cet âge-là, je n'ose pas imaginer ». On n'entend jamais quelqu'un qui dit « J'ai un fils de cet âge-là, de l'âge de l'auteur présumé, j'arrive pas à imaginer ça ». Merci à toutes et à tous. Merci Lisa. Merci à vous qui nous avez envoyé vos questions ce soir. Merci Maître. Merci beaucoup d'avoir été l'invité ce soir du 20h BFM.